Bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. La malédiction de l'épouvanteur, chapitre 15, la chaîne d'argent. Lorsque je redescendis, maman était de retour. J'avais hâte de savoir comment allait l'épouvanteur, mais je n'eus pas le temps de la questionner. Par la fenêtre de la cuisine, j'aperçus Jack qui traversait la cour en compagnie d'Ellie, son bébé dans les bras. J'ai fait ce que j'ai pu pour ton maître, me chuchota maman, juste avant que mon frère ouvre la porte. Nous en reparlerons après le souper. En me voyant, Jack s'immobilisa un instant sur le seuil, les sourcils froncés, et je lus sur son visage des sentiments contradictoires. Finalement, il sourit et vint m'entourer les épaules de son bras. Ça fait plaisir de te voir, Tom. Je passais par là en retournant à Chipenden, prétendis-je. J'ai décidé d'en profiter pour prendre de vos nouvelles. Je serais venu plus tôt si j'avais su que papa était malade. Il se remet, m'assura mon frère. C'est ce qui compte. Oh oui, Tom, il va beaucoup mieux, renchérit Ellie. Dans quelques semaines, il se portera comme un charme. La tristesse qui marquait le visage de maman disait tout autre chose. La vérité, c'était que papa aurait bien de la chance s'il voyait le prochain printemps. Elle le savait, et moi aussi. Au souper, chacun garda un air contraint. Était-ce ma présence ou l'état de papa qui rendait les uns et les autres aussi peu bavards? Jack ne m'adressait que de vagues signes de tête, et quand il parlait, le ton était sarcastique. Tu es palichon, Tom, ça te réussit pas de rôder sans cesse dans l'obscurité. Ne sois pas méchant, Jack, lui réprimandait Ellie. Se tournant vers moi, elle demanda. Comment trouves-tu notre petite Marie? Elle a été baptisée le mois dernier. Elle a bien grandi depuis ta dernière visite, n'est-ce pas? J'approuvai de la tête, en souriant. La transformation du bébé me stupéfiait. Ce n'était plus cette minuscule chose au visage rouge et fripé. Elle était rondelette. Elle avait des jambes vigoureuses, un visage éveillé et curieux. Elle semblait prête à quitter les genoux de sa mère pour crapahuter sur le carrelage de la cuisine. Je n'avais pas faim en arrivant. Pourtant, lorsque mon assiette fut remplie d'une généreuse portion de ragoût fumant, je l'attaquai avec appétit. Le souper à peine achevé, maman sourit à Jack et à Ellie en déclarant: J'ai à parler avec Tom. Profitez-en. Montez vous coucher de bonne heure pour une fois. Et ne t'inquiète pas de la vaisselle. Ellie, je m'en occuperai. Jack n'avait pas terminé son ragoût, et son regard alla de maman à son assiette. Ellie s'étant déjà levée, mon frère l'imita à contre-cœur. Je vais d'abord faire un tour avec les chiens jusque la barrière, dit-il. Il y avait un renard dans les parages la nuit dernière. Dès qu'ils eurent quitté la pièce, la question qui me brûlait les lèvres jaillit. Comment va monsieur Grégory, maman? Est-ce qu'il s'en sortira? J'ai fait ce que j'ai pu. Les blessures à la tête guérissent le plus souvent d'elles-mêmes, d'une façon ou d'une autre. Le temps devrait faire son œuvre. Ramène-le à Chipenden. Le plus tôt sera le mieux. Il est le bienvenu ici, mais je dois respecter les souhaits de Jack et d'Ellie. J'acquiesçai, fixant tristement la table. Encore un peu de ragoût, Tom? Il n'était pas assez nécessaire de me le redemander deux fois. Maman me resservit et je me jetai sur mon assiette avec un entrain qui la fit sourire. Je monte un instant voir si ton père n'a besoin de rien, m'annonça-t-elle. Elle redescendit presque aussitôt. Ça va, il s'est endormi. Elle s'assit en face de moi et me regarda manger, l'air grave. Soudain, elle reprit. Ces blessures qu'Alice porte au doigt, c'est le fléau qui les lui a infligées. Je hochai la tête. Tu fais encore confiance à cette fille après ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas, fis-je en haussant les épaules. Elle a conclu un pacte avec l'obscur, mais sans elle, l'épouvanteur aurait péri, et beaucoup d'innocents avec lui. Maman soupira.
C'est une sale affaire et je ne suis pas certaine d'y voir clair. J'aurais aimé venir avec toi pour t'aider à ramener ton maître à Chipenden, car le voyage ne sera pas facile. Seulement, il m'est impossible de laisser ton père. Sans des soins constants, il pourrait y avoir une rechute. Je ne veux pas courir ce risque. Ayant saucé mon assiette, je repoussai ma chaise. Je crois que je ferais mieux de partir, maman. En m'attardant, je vous mets en danger. L'inquisiteur n'abandonnera pas la poursuite comme ça. De plus, le fléau est en liberté et il a goûté au sang d'Alice. Je ne tiens pas à l'attirer ici. Attends que je te prépare quelques tranches de pain et de jambon pour la route. Merci, maman. Je la regardais tailler dans la miche, regrettant de ne pouvoir rester plus longtemps. Ça aurait été si bon d'être à la maison, même pour une nuit. Tom, dans son enseignement sur les sorcières, M. Grégory a-t-il évoqué les familières? Je fis signe que oui. Il existe plusieurs catégories de sorcières qui puisent leur pouvoir de différentes sources. Certaines utilisent la magie des ossements, d'autres celle du sang. Il m'avait parlé récemment d'une troisième catégorie, plus dangereuse, usant de ce qu'on appelle la magie familière. Ces sorcières prennent un peu de sang à un être quelconque, chat, crapaud ou chauve-souris, qui dès lors leur prête ses yeux et ses oreilles et leur obéit en tout. Mais il arrive que les sorcières tombent sous l'emprise de ces bêtes et perdent leur volonté propre. Eh bien, reprit maman, c'est le cas d'Alice, Tom. Elle pratique la magie familière. Elle a conclu un pacte avec ce démon et croit le manipuler à sa guise. C'est un jeu dangereux, mon fils, car le fléau est autrement puissant. Si elle n'est pas vigilante, c'est elle qui sera bientôt aux mains de la créature, et tu ne pourras plus lui accorder ta confiance, du moins tant que le fléau ne sera pas détruit. Selon M. Grégory, il est prêt à retrouver sa forme originelle. Je l'ai vu dans les catacombes. Il avait emprunté les traits de l'épouvanteur, et il a tenté de me duper. Il est sûrement plus fort encore maintenant qu'il a goûté au sang d'Alice. C'est tout à fait vrai. Toutefois, il lui a fallu dépenser une grande quantité d'énergie pour s'évader d'un lieu où il était retenu depuis si longtemps. Il doit se sentir perdu, désemparé. Il est probablement redevenu un esprit trop affaibli pour se revêtir de chair. Il ne récupérera ses pleines capacités qu'une fois son pacte de sang accompli. Peut-il voir par les yeux d'Alice? Cette idée me terrifiait. J'allais bientôt voyager en compagnie de cette fille, la nuit. Je me rappelais mes épaules lorsque j'avais cru ma dernière heure arriver. Peut-être serait-il plus prudent d'attendre le matin. Non, pas déjà. Elle lui a fait don de son sang et lui a offert la liberté. En échange, il a promis d'exaucer 3 vœux. À chaque souhait réalisé, il lui prendra un peu plus de sang. Exténuée, elle aura de plus en plus de mal à lui résister. Elle l'a abreuvé de nouveau pour obtenir son intervention au bûcher de Wortham. Si elle le fait encore, il verra par ses yeux. Une dernière fois, et elle lui appartiendra. Il sera alors assez fort pour retrouver sa véritable apparence, et rien ni personne ne sauvera plus Alice. Où qu'elle soit, il la cherchera. Oui, dans les premiers temps, à moins qu'elle ne l'attire, ses chances de la retrouver seront minces, en particulier tant qu'elle se déplacera. Mais qu'elle demeure en un même lieu, et il la localisera. Ses forces augmenteront de nuit en nuit, surtout s'il s'empare d'une nouvelle victime. N'importe quel sang l'y aidera, animal ou humain. Il est aisé de terroriser quelqu'un qui est seul dans le noir, de le plier à sa volonté. Il finira par rejoindre Alice, après quoi il l'accompagnera en permanence, sauf pendant le jour, où il se réfugiera sous terre. Les créatures de l'obscur s'aventurent rarement à la lumière. Aussi longtemps que ce démon sera en liberté, chacun dans le comté vivra dans la peur dès la tombée de la nuit. Connais-tu le début de cette affaire, maman? Monsieur Grégory m'a raconté que Ace, le souverain du petit peuple, avait dû sacrifier ses fils au fléau, et que le plus jeune était parvenu, on ne sait comment, à l'entraver. C'est une histoire sinistre. Ce qu'ont subi les fils du roi dépasse l'entendement. Toutefois,
Mieux vaut que tu sois au courant pour comprendre ce que tu auras à affronter. Le fléau vivait sous les tumulus de Eysham, parmi les ossements des morts. Il y entraîna d'abord le fils aîné pour se divertir, le dépouillant de ses pensées et de ses rêves, le plongeant dans la détresse la plus noire, et fit subir un sort identique aux fils cadets, les uns après les autres. Imagine la souffrance de leur père, tout roi qu'il était, il ne pouvait rien pour eux. Maman poussa un soupir lourd de tristesse. Aucun des fils de Ace ne résista plus d'un mois à de tels tourments. 3 d'entre eux se précipitèrent du haut d'une falaise et s'écrasèrent sur les rochers en contrebas. 2 autres se laissèrent mourir de faim. Le 6e se jeta à la mer et nagea jusqu'à ce que les forces lui manquent et qu'il se noie. Son corps fut ramené sur le rivage par la marée du printemps. Tous sont enterrés dans des tombeaux creusés à même le roc. Une autre tombe contient le corps de leur père, qui mourut peu après, le cœur brisé. Seul Maze, son 7e fils, le dernier de ses enfants, lui, survécut. Le roi était un 7e fils, lui aussi, et Maze, comme toi, avait le don. Il était particulièrement petit. Pourtant, le sang de ses ancêtres coulait avec vigueur dans ses veines. Il réussit à entraver le fléau. Nul ne sait comment. Pas même ton maître. Au bout du compte, la créature le tua en le pressant contre le sol de pierre des catacombes. Des années plus tard, ses restes rappelant au fléau sa défaite, celui-ci brisa ses os en morceaux et les fit passer entre les barreaux de la grille d'argent. C'est ainsi que le petit peuple put lui donner une sépulture. Il repose non loin de ses frères, en ce lieu qui fut appelé Eysham, en l'honneur de l'ancien roi. Nous demeurâmes un moment sans parler. C'était en effet une histoire sinistre. Rompant le silence, je demandai: comment arrêter le fléau, à présent qu'il est en liberté? Comment le détruire? Laisse ça, monsieur Grégory, Tom. Aide-le seulement à regagner Chipenden et à se remettre. Alors, il s'en occupera. Le plus simple serait de l'entraver de nouveau, mais cela ne l'empêcherait pas d'exercer sa malignité comme il l'a fait ces dernières années. Si, au fond des catacombes, il a su regagner autant d'énergie, il recommencera là aussi. Cette solution n'est pas assez radicale. C'est à ton maître de découvrir le moyen de le mettre hors d'état de nuire pour notre salut à tous. Et s'il ne guérit pas, espérons que si, car cette tâche n'est pas de ta compétence, pas encore. Vois-tu, mon fils, où que soit Alice, le fléau l'utilisera pour faire du mal, et ton maître n'aura sans doute d'autre alternative que d'enfermer cette fille dans une fosse. Ma mère parut troublée. Elle porta une main à son front, en fermant les yeux, comme prise d'un brusque mal de tête. Ça va, maman? Murmurai-je, anxieux. Elle hocha la tête en esquissant un sourire, puis elle dit: attends encore un instant, Tom. Je dois rédiger une lettre. Une lettre? Pour qui? Nous en parlerons quand je l'aurai terminée. J'allais m'installer près du feu, le regard fixé sur les braises. Je me demandais ce qu'elle pouvait bien écrire. Lorsqu'elle revint, elle s'assit dans son rocking-chair et me tendit une enveloppe cachetée. Je lus: à mon plus jeune fils, Thomas G. Ward. J'étais étonnée. J'avais imaginé une missive adressée à l'épouvanteur, qu'il lirait quand il serait rétabli. Pourquoi m'écrire, maman? Pourquoi ne pas me dire les choses maintenant? Parce que tous nos actes, même les plus minimes, ont une influence, me répondit-elle en posant doucement la main sur mon bras. Il est dangereux de voir l'avenir, et plus dangereux encore de révéler ce qu'on a vu. Ton maître a son propre chemin à tracer. Chacun de nous a le sien. Mais l'obscur nous menace, et il est de mon devoir d'user de tout mon pouvoir pour empêcher le pire. N'ouvre cette lettre qu'en cas d'extrême nécessité. Suis ton instinct. Lorsque ce moment sera venu, tu le sauras, même si, je t'en prie, je prie pour qu'il ne survienne jamais. En attendant, garde-la en sécurité. Docilement, je glissai l'enveloppe dans ma veste. À présent, reprit maman,
Suis-moi. J'ai quelque chose d'autre pour toi. Au ton de sa voix et à son air mystérieux, je devinai où elle me conduisait. Je ne m'étais pas trompée. Empoignant le chandelier de cuivre, elle monta à son cagibi, la pièce personnelle au-dessous du grenier qu'elle tenait fermée à clé. Personne d'autre que ma mère n'y pénétrait, pas même papa. Tout petit, je l'y avais accompagné une ou deux fois, et c'était à peine si je m'en souvenais. Prenant une clé dans sa poche, elle déverrouilla la serrure, et j'entrai avec elle. La pièce était pleine de caisses et de boîtes. Je savais que maman venait ici une fois par mois. Ce qu'elle y faisait, je n'en avais pas la moindre idée. Elle se dirigea vers une grande malle posée près de la fenêtre, puis elle me fixa, presque durement, au point que je me sentis mal à l'aise. Je n'aurais pas voulu être son ennemi. Voilà 6 mois que tu es l'apprenti de monsieur Grégory, commença-t-elle. Tu as déjà été témoin de bien des événements. À présent, l'obscur t'a remarqué et va tenter de te neutraliser. Tu es en danger, Tom, et ce danger ira grandissant. Toutefois, rappelle-toi ceci. Toi aussi, tu grandis vite. Chaque inspiration, chaque battement de ton cœur te rendent plus fort, plus brave, meilleur. John Gregory a lutté contre l'obscur pendant des années pour te préparer la voie. Quand tu deviendras un homme, mon fils, ce sera au tour de l'obscur d'avoir peur, car tu ne seras plus la proie, mais le chasseur. Avec un sourire triste, elle conclut. C'est pour cela que je t'ai donné la vie. Puis, ouvrant la malle, elle leva le chandelier afin que je voie ce qu'il y avait dedans. Une longue chaîne d'argent au fin anneau étincelant dans la lumière des bougies. Prends-la, dit maman. Moi, je ne peux y toucher. À ces mots, je frissonnai, car je devinais que cette chaîne avait lié maman au rocher. Papa n'avait pas spécifié qu'elle était en argent, une omission lourde de sens, puisque cet objet, un outil si précieux pour un épouvanteur, servait à entraver les sorcières. Cela signifiait que maman était une sorcière. Peut-être était-elle une lamia, comme Meg. La chaîne d'argent, le baiser donné à mon père, tout concordait. Je saisis la chaîne et la laissai se balancer dans mes mains. Elle était fine et légère, d'une qualité bien supérieure à celle de l'épouvanteur, contenant un taux d'argent plus important. Comme si elle avait entendu mes pensées, maman déclara « Je sais que ton père t'a raconté notre rencontre, mais souviens-toi de ceci, mon fils. Aucun d'entre nous n'est parfaitement bon ni totalement mauvais. Les uns et les autres, nous nous situons quelque part entre les deux. Il survient cependant un moment dans la vie où nous faisons un pas décisif, soit vers la lumière, soit vers l'obscur. Parfois, c'est une résolution que nous prenons dans le secret de notre cœur. Parfois, une rencontre particulière en est la cause. Grâce à ce que ton père a fait pour moi, j'ai avancé dans la bonne direction. Voilà pourquoi je suis ici, aujourd'hui. Cette chaîne t'appartient désormais. Emporte-la et prends-en soin jusqu'à ce que tu aies besoin de l'utiliser. J'enroulai la chaîne autour de mes doigts et la rangeai dans ma poche, à côté de la lettre. Maman referma le couvercle, je quittai la pièce et sa suite, et elle verrouilla la porte. De retour dans la cuisine, je pris le paquet de casse-croûte et me préparai à partir. Montre-moi ta main avant de t'en aller. Je la lui tendis. Elle dénoua le fil et retira les feuilles. La brûlure était presque guérie. Cette fille connaît son travail, commenta-t-elle. Je dois lui accorder ça. Laisse ta main à l'air maintenant, et dans quelques jours, il n'y paraîtra plus. Maman me serra dans ses bras. Après l'avoir remerciée une dernière fois, j'ouvris la porte de derrière et m'enfonçai dans la nuit. J'étais à mi-chemin de la hutte, au milieu d'un champ, quand j'entendis un jappement. Une silhouette s'avança vers moi. C'était Jack. Lorsqu'il fut devant moi, la pâle clarté des étoiles me révéla que la colère lui tordait le visage. « Tu me prends pour un imbécile, hein ?» rugit-il. « Les chiens n'ont pas mis 5 minutes à les débusquer. Les chiens n'ont pas mis 5 minutes à les débusquer. » Je regardais les deux bêtes qui se blottissaient peureusement contre les jambes de mon frère.
Ces chiens de berger n'étaient pas particulièrement tendres, mais ils me connaissaient, et j'aurais espéré de leur part une manifestation d'amitié. De toute évidence, quelque chose les avait terrorisés. Tu aurais dû voir ça, reprit Jack. Cette fille a sifflé et craché, et ils ont filé ventre à terre comme s'ils avaient le diable aux trousses. Je l'ai priée de dégager, mais elle a eu le culot de me rétorquer qu'elle n'était pas sur mes terres et que je n'avais rien à dire. J'avais besoin de l'aide de maman, Jack. Monsieur Grégory est malade. Je l'ai laissé avec Alice à l'extérieur de notre domaine pour ne pas te contrarier. Encore heureux! Je te signale que maman m'a envoyé au lit comme si j'étais un gamin, devant ma propre femme. Tu crois que ça m'a plu? Parfois, je me demande si la ferme m'appartiendra un jour. Furieux, je dus me mordre les lèvres pour ne pas lui jeter à la figure que son rêve se réaliserait sans doute plus tôt qu'il le pensait. Papa mort et maman repartir dans son pays, le domaine serait à lui. Excuse-moi, Jack, je ne peux m'attarder, dis-je en me dirigeant vers la hutte. Au bout des quelques pas, je jetai un regard par-dessus mon épaule. Mon frère marchait vers la maison. Il ne se retourna pas. Nous reprîmes la route sans prononcer un mot. J'avais matière à réfléchir, et Alice le comprit. L'épouvanteur avançait, le regard vide. En revanche, il avait retrouvé une démarche à peu près assurée. Il n'était plus nécessaire de le soutenir. Peu avant le lever du soleil, je rompis le silence. Tu as faim? Maman nous a préparé un encas. Alice acquiesça, et nous nous assîmes sur un talus herbeux pour manger. Lorsque je tendis une tranche de pain à mon maître, il la repoussa rudement. Il se leva, s'éloigna un peu, et s'appuya à une clôture, comme il ne supportait plus notre présence, à moins que ce ne soit celle d'Alice. Il va mieux, non? Dis-je. Comment maman l'a-t-elle soigné? Elle lui a baigné le front, sans cesser de le regarder dans les yeux, puis elle lui a donné une potion à boire. Je me tenais à l'écart et elle n'a pas jeté un seul coup d'œil dans ma direction. Parce qu'elle connaît ton rôle dans ce qui s'est passé. J'ai dû tout lui raconter. On ne peut rien lui cacher. Je ne regrette rien. J'ai sauvé ces gens. C'est aussi pour toi que j'ai agi, Tom, pour que tu puisses ramener le vieux Grégory chez lui et poursuivre ton apprentissage. C'était ce que tu voulais, non? N'ai-je pas fait ce qu'il fallait? Je ne répondis pas. Oui, en empêchant l'inquisiteur de brûler des innocents, Alice avait sauvé des vies, sauvé l'épouvanteur. Ce n'étaient pas ses actions qui me troublaient, mais le procédé utilisé. Je désirais lui venir en aide. Hélas, je ne voyais pas comment. Dorénavant, Alice appartenait à l'obscur, et dès que l'épouvanteur aurait recouvré ses forces, il l'enfermerait dans une fosse. Elle le savait, et moi aussi. Fin du chapitre 15. À bientôt.